je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue de nouveau pour ceux qui n'étaient pas là hier soir pour notre soft opening en mauvais français. Voilà, on commence les dialogues européens avec cette première table ronde. On est très heureux et on est aussi très heureux que notre ambassadeur Nicolas Verneuil, qui se donc juste à côté de moi, se tient à côté de moi, l'introduise. Je lui passe donc tout de suite la parole. Je vous souhaite encore une fois de bons débats et en espérant que je salue particulièrement les jeunes qui sont dans la salle, qui sont venus soit pour écouter, soit parce qu'ils ont participé et contribué à nos débats, et je les en remercie. Et merci à l'ensemble de nos invités de France et d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup d'ailleurs aussi, et ça c'est très important. Merci à toutes et à toutes, et bons dialogues européens. Bien, merci Julien. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette salle ce matin. Alors je salue de manière un peu collective tous ceux qui sont ici ce matin. Nous avons des universitaires, nous avons des think tankers, comme on dit, nous avons des collègues de l'Institut que je salue tout particulièrement, nous avons des lycéens, des étudiants et des tas de gens qui ont des choses à dire pour réfléchir ensemble sur ce thème. Face à la guerre, dialogue européen, c'est un projet ambitieux et je remercie donc nos collègues de l'Institut français à Paris de l'avoir lancé et de nous avoir retenu comme l'une des étapes de ce dialogue qui s'effectue sur plusieurs mois dans plusieurs villes européennes. Donc c'est le même thème qui vient évidemment de la guerre en Ukraine, de la guerre déclenchée en 2022 et qui, je répète, rebondit à intervalles réguliers dans différentes villes pour voir au fil du temps et en fonction du lieu où se déroulent ces sessions du dialogue, des dialogues, comment nous appréhendons cette question. Donc l'idée, c'est de réunir la recherche, la culture, la société civile, les médias, j'ai oublié de saluer les journalistes, ils sont très nombreux, pour réfléchir ensemble. Nous travaillons déjà tous, j'ajoute aussi les diplomates bien sûr, à ces problématiques de paix et de guerre. Nous y passons parfois notre journée entière. Il est rare, je crois, sous le contrôle de celles et ceux qui ont lancé et organisé ces débats, que nous réfléchissions ensemble, au même moment, au même endroit, et c'est l'idée de le faire aujourd'hui. Alors, du point de vue bucarestois, mais c'est vous qui le direz mieux que moi, par rapport aux autres villes où ont eu lieu ces débats, nous ici, nous sommes, je le répète très souvent, nous sommes dans un pays voisin d'un pays en guerre. Nous sommes voisins de l'Ukraine, nous sommes voisins de la Moldavie, nous sommes riverains de la mer Noire, et donc nous vivons le retour de la guerre conventionnelle en Europe sur la longue durée. Je précise qu'il y a déjà eu une guerre mais qui était enfermée dans des frontières en ex-Yougoslavie dans les années 90, qui était aussi une guerre terrible, également avec des moyens conventionnels, une guerre très cruelle et qui a laissé beaucoup de traces qui ne sont pas encore effacées. Mais là, avec la guerre en Ukraine, c'est un petit peu différent. Nous avons les très grands acteurs, nous avons la Russie qui est le pays agresseur, nous avons évidemment un positionnement qui évolue et qui est peut-être problématique de la part des États-Unis. Et donc nous sommes, nous, Européens, nous sommes tous européens ici, enfin presque tous, pardon, pas tous, mais presque tous, nous sommes directement impliqués par ce retour de la guerre sur notre territoire. Ces réalités sont brutales. Vous avez vu hier soir un film qui se passe en Ukraine, je ne vais pas insister là-dessus. Et cette guerre impacte à la fois la vie politique, diplomatique de l'Europe et de l'OTAN, et elle impacte les populations. Il y a des milliers de réfugiés, il y a des milliers de femmes, d'enfants, d'hommes qui ont souffert et qui souffrent encore aujourd'hui de cette guerre. Et il y a bien sûr les combattants. Voilà. Cette guerre nous confronte à des débats très présents, très immédiats. Il y a un sommet de l'OTAN dans quelques jours. Il y a une évolution, il y a une réflexion européenne sur la défense de l'Europe qui a commencé il y a fort longtemps et qui se poursuit sous le projecteur tragique de cette guerre en Ukraine. Nous devons y réfléchir. Je vais aller assez vite. Je vais laisser l'animatrice du panel présenter les panélistes, que je remercie par contre collectivement de leur présence et de leur participation à ce débat. J'aimerais saluer aussi la présence je crois que vous êtes d'un professeur venu de Côte d'Ivoire, parce que je vous le disais tout à l'heure, et c'est sans exagération de ma part, je suis persuadé qu'un regard légèrement décalé sur le plan géographique est utile, qu'il ne faut pas s'enfermer entre Européens pour réfléchir aux problèmes européens, mais qu'il faut avoir un regard extérieur, et qui mieux
qu'un frère africain peut nous l'apporter. Voilà. Je remercie très chaleureusement donc, les équipes de l'Institut français, parce que si je ne le fais pas, j'aurais failli à ma mission. Je remercie tous ceux celles et ceux qui ont lancé ce magnifique projet et qui vont le faire durer dans le temps, si je puis dire, depuis Paris. Toute l'équipe de l'Institut français de Roumanie, qui, je sais, depuis des semaines, s'est mobilisée pour organiser ça au mieux. Les experts, les journalistes, les écrivains, les réalisateurs, venus, alors je cite quand même les pays, de France, de Roumanie, d'Ukraine, de Moldavie, de Pologne, de Géorgie et donc de Côte d'Ivoire. Je salue les jeunes. J'ai souvent eu la chance d'aller au lycée Anna de Noailles et de voir à quel point vous êtes engagés, non seulement dans la réflexion, mais dans le travail. Vous faites vous-même des simulations de débats à l'ONU, par exemple. Vous avez fait un magnifique témoignage à la suite de la mort du président Badinter. Donc vous êtes des bosseurs, des travailleurs, et vous faites les choses vite et bien. Et je suis ravi qu'il y ait également des étudiants et que vous puissiez vous mélanger. Il y a les étudiants de vos étudiants, monsieur le professeur, de Cluj. Je rappelle que Cluj est censé être la meilleure université de Roumanie. Des étudiants de Rennes, des étudiants alors il ne faut pas que j'oublie, de Paris 8, de Reims-Champagne-Ardenne. Et normalement, j'ai cité tout le monde, le Collège juridique franco-roumain, évidemment, qui travaille beaucoup ici, et la faculté des sciences poétiques de l'université de Bucarest. Cette petite taquinerie sur Cluj, ne la prenez pas mal. Nous, en France, on passe notre temps à se défier comme ça de ville à ville. Voilà. Bon travail. Vous traitez le sujet majeur, la paix et la guerre en Europe. Il n'y a pas de sujet plus important à mes yeux. Vous êtes réunis donc dans un format exceptionnel, dans un lieu exceptionnel, pour le faire avec des gens exceptionnels. Je dis ça aux jeunes, vous avez la chance de confronter vos jeunes esprits, votre dynamisme, votre fraîcheur à des experts, à des gens hyper solides qui ont vécu beaucoup de choses. Donc bons travaux à tous, et puis on se retrouve dans quelques heures. Merci. Alors, je crois qu'il y a une petite présentation du sujet d'abord par les étudiants, donc je vais les laisser commencer avant de vous présenter le panel qui est là sur scène. Donc, bonjour à tous. Merci. Il était une fois une Europe divisée, ou plutôt deux Europes, séparées par un rideau de fer, opposant roumain à français, polonais à anglais et allemand à allemand. Après de nombreuses guerres, cette Europe s'est juré une chose: plus jamais ça, plus jamais la guerre. L'Ouest de l'Europe, lui, il a connu une paix prolongée, structurée par l'OTAN, l'Union européenne, et un marché libre mais commun. Par contre, l'Est, lui, n'est jamais sorti de l'ombre du conflit, entre tensions gelées et tentatives d'expansion territoriale de la Russie. Ici, en Roumanie, la mémoire de l'occupation soviétique est encore vivante, et avec elle, une mémoire du manque de liberté. Mais cette guerre, donc, est encore vivante. C'est une possibilité réelle pour tous les pays de l'Est. Au matin du 24 février 2022, la Russie passe un cap. Elle envahit l'Ukraine. L'Europe devient de nouveau un théâtre de la guerre. Mais avec cette guerre viennent des milliers de morts et de millions de réfugiés. Mais avant tout, un continent instable. Ce n'est pas un choc ponctuel, c'est un basculement d'époque. Ainsi, pour comprendre ce bouleversement auquel nous faisons face ensemble, il faut parler de la réalité géopolitique et militaire de l'Europe. Tout d'abord, nous devons définir un double mot souvent prononcé, mais rarement défini: géopolitique et géostratégie. La géopolitique, selon Yves Lacoste, c'est l'art de comprendre les rivalités de pouvoir ou d'influence sur des territoires. Elle analyse comment les États, les peuples ou les puissances s'opposent ou coopèrent selon leur position géographique, leurs ressources et aussi selon leurs intérêts. La géostratégie, elle, va plus loin. Elle pense l'action militaire. Elle organise la défense, les alliances, les déploiements. En somme, la géopolitique explique pourquoi on s'affronte et la géostratégie, comment on s'y prépare. Ces deux notions fondamentales dans notre monde actuel s'inscrivent dans une longue tradition européenne. Des traités de Westphalie aux cartes de Mackinder, l'Europe a pensé ses rapports de force par la géographie et on continue de le faire aujourd'hui. Les agressions russes ont menacé cette tradition européenne en violant la souveraineté ukrainienne et perturbant l'entièreté du continent.
face à cette agression, les lignes bougent. L'Union européenne a récemment adopté le plan Réarmer l'Europe qui prévoit de mobiliser 800 milliards d'euros pour renforcer la défense européenne. L'OTAN se redéploie parallèlement aux menaces de désengagement des États-Unis de la région. La Finlande et la Suède rejoignent l'Alliance. L'Allemagne engage 100 milliards pour sa défense. La France commande le bataillon de l'OTAN en Roumanie. Partout, la question revient. Comment défendre l'Europe? Et surtout, que signifie encore l'Europe dans ce contexte? Car cette guerre ne relève pas seulement une menace extérieure. Il existe aussi des fractures internes entre ceux qui vivent la guerre comme une urgence et ceux qui la voient encore comme l'antenne. Il y a aussi la montée des populismes nationaux avec certains partis de droite et l'extrême droite qui sont en général moins critiques des actions de la Russie. Le continent est aussi confronté à des nouvelles formes de guerre avec des cyberattaques et des campagnes de désinformation russes. La guerre est là, mais elle ne dit pas toujours son nom. Alors, ce soir, autour de cette table, nous vous proposons de penser ensemble la réalité géopolitique et militaire du continent. Pour guider cette réflexion, nous avons réuni des voix venues de l'analyse stratégique, de l'enseignement et de la recherche et du journalisme. Tout d'abord, la modératrice de ce débat, Léna Moget, est journaliste et rédactrice chef en Cometa. Elle interroge les failles du monde contemporain avec justesse à travers des enquêtes sur les identités, les territoires et les fractures invisibles. De l'autre côté, Kinga Tobrika, professeure à l'Université de Varsovie et spécialiste des politiques de sécurité en Europe centrale. Aussi Sergiu Mișcoiu, politique à l'Université Babeș-Bolyai et enfin connaisseur des dynamiques politiques en Europe orientale et en Moldavie. Il nous parlera de la perception régionale des menaces et des vulnérabilités. Enfin, David Kadji, chercheur à l'Institut Jacques Delors, analyse les fractures Est-Ouest, les tensions intra-européennes et les repositionnements géopolitiques en cours. Ensemble, ces intervenants nous aideront à répondre à une question simple, mais essentielle. L'Europe, aujourd'hui, est-elle une puissance de sécurité ou un continent à protéger ? Merci, on va vous embaucher. Hein. C'était très bien, vous êtes excellents. Félicitations. Donc vous nous avez présenté, mais je vais peut-être représenter un peu plus en détail chacun des intervenants. Et je commence à me présenter moi-même, pardon. Donc effectivement, j'ai cofondé une revue qui s'appelle Cometa, qui ressemble à ça, et qui, d'une certaine manière, est presque un tout petit peu une revue locale, puisque ça veut dire comète dans plusieurs langues, dont le roumain. Et c'est une revue qui raconte les fractures du monde, comme vous l'avez dit, à travers des chercheurs, des universitaires, comme on a là aujourd'hui, mais aussi des regards d'écrivains et de photographes. Et je voudrais commencer par une toute petite anecdote, pas pour raconter ma vie, mais parce qu'elle a un lien avec le sujet qui nous occupe aujourd'hui. La première fois que je suis venue en Roumanie, je pense que c'était autour de 1997, j'étais au lycée et j'étais dans un groupe de théâtre et on venait faire des représentations à Timișoara. Et donc je logeais chez une correspondante qui avait tellement pas beaucoup d'argent dans sa famille qu'elle vivait chez sa grand-mère parce que chez elle, il n'y avait pas assez de chambres. Et je me suis souvenue de cette phrase qui m'a occupée très longtemps et qui, je pense d'ailleurs, a déterminé peut-être des études que j'ai fait plus tard. C'est que sa grand-mère disait, en parlant de sa petite fille, elle qui avait connu la Seconde Guerre mondiale, elle disait « La chance qu'elle a, c'est que ma petite fille ne connaîtra jamais la guerre ». Et c'était très particulier parce qu'en plus c'était Timișoara, cette ville que vous connaissez très bien ici, mais où il y avait eu les manifestations contre Ceausescu. Donc dans cette rencontre inaugurale des dialogues européens, le titre de cette rencontre c'est « L'Europe géopolitique, une nouvelle », donc jeu de mots qui n'existe qu'en français, ère et guerre. Donc ère dans un sens temporel, mais aussi qu'on pourrait prendre dans un sens géographique, RE, et on va en reparler parce que je pense qu'on a là des intervenants qui viennent de différentes parties d'Europe de l'Est, mais aussi de France, et donc qui n'auront pas le même récit de ce rapport à la guerre et à la paix. Donc ce mot n'a pas le même sens. Pour nous, en France, monsieur l'ambassadeur, vous l'avez dit, on considère souvent que la dernière fois qu'il y a eu la guerre sur le continent européen, c'est la Seconde Guerre mondiale. On oublie souvent les guerres dans les Balkans. On oublie aussi qu'on est allé faire la guerre ailleurs, sur d'autres territoires comme l'Afghanistan.
Les intervenants donc, qui sont ici viennent, je vous les présente. Donc Sergiu Miscuiu, j'ai bien dit. Vous êtes politologue, professeur d'études européennes à l'université de Cluj, donc la meilleure université du pays. Et vos thèmes de recherche sont les théories du populisme, du radicalisme, de l'extrémisme et les transitions politiques dans les pays de l'Europe centrale et orientale. C'est bien ça. Je voudrais juste commencer, à chaque fois que je vous présente, vous me disiez pourquoi personnellement vous êtes intéressé à ce sujet-là. Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction. J'aimerais bien commencer par remercier Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur et la merveilleuse équipe de l'Institut français de Bucarest d'avoir organisé ces dialogues ici. Moi, personnellement, je suis très intéressé par ce sujet justement parce qu'on ne se permet plus de ne pas l'être. Le contexte actuel au niveau européen, au niveau international, le contexte actuel interne en Roumanie est tel que finalement il faut se préparer d'une manière particulièrement méticuleuse à ce que va venir. Et comme l'événementiel ne joue pas dans notre faveur, au sens où les bouleversements géopolitiques sont de mise en ce moment, nous devons quand même avoir la capacité d'anticiper, de préparer l'avenir. Et surtout, le dialogue avec les nouvelles générations sont des dialogues à travers lesquels on prend conscience des enjeux avec lesquels on est confronté. Alors, David Cadier, vous êtes chercheur à l'IRSEM. L'IRSEM, c'est l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Vous êtes aussi professeur au Collège de l'Europe à Bruges et à Sciences Po. Vos recherches portent principalement sur l'analyse de la politique étrangère en Europe centrale et orientale, sur les relations entre l'Union européenne et la Russie. Et comme Maud Kessar, qui devait être là et qui est la directrice Europe de l'INSERM, n'est pas là, vous allez parler aussi pour elle, et vous allez notamment nous parler des États-Unis et de l'atlantisme. Vous, ces questions de sécurité, qu'est-ce qui vous a amené à travailler là-dessus et quel est le sujet qui vous occupe en ce moment ? Merci pour cette question, Léna. Merci à l'ambassadeur et à l'Institut français de cette invitation. J'avais à peu près l'âge, je pense, de quelques étudiants dans la salle quand il y a quelque chose qui s'est passé en Europe, qui était la guerre d'Irak, qui a conduit en fait à une division entre États européens sur la meilleure marche à suivre. Est-ce qu'il fallait suivre les Américains en Irak ou non ? Et j'ai réalisé que, pour un jeune Français, c'était complètement surprenant, que certains pays européens ne pensaient pas comme la France sur cette question. Et donc, j'ai essayé de comprendre, en fait, pourquoi certains pays, notamment d'Europe centrale, avaient des perceptions de sécurité différentes, avaient un rapport aux États-Unis, un rapport à la Russie différent. Et donc, je suis allé habiter en Europe centrale. J'ai fait une thèse sur la politique étrangère de la République tchèque, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Hongrie. Et par la suite, j'ai travaillé pour l'OSCE et j'ai continué à essayer de comprendre ces perceptions de sécurité. Et depuis, j'ai habité dans 10 pays européens différents, à chaque fois en essayant de comprendre les contextes politiques et les perceptions nationales sur ces questions. Merci. Et je voulais juste préciser que j'ai retrouvé, parce qu'à l'époque, j'avais lu un article de vous qui était paru dans Le Monde en novembre 2022, où vous expliquiez en fait justement la place de l'Europe et l'Europe par rapport à la guerre en Ukraine. Et vous disiez l'Europe centrale n'a pas constitué un bloc uni, homogène et cohésif dans son attitude à l'égard de la Russie. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on va revenir après. Ensuite, je présente Kinga Tornica, qui est enseignante-chercheuse à la faculté de sciences politiques de l'Université de Varsovie. Alors vous êtes spécialiste des questions de sécurité en Europe et vous avez consacré votre thèse de doctorat au système de sécurité en Europe centrale après la chute du mur de Berlin. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Mulțumesc. Bună dimineața tuturor. Je suis particulièrement heureuse d'être ici à Bucarest et je remercie tous les organisateurs, en particulier l'Institut français, aussi mes collègues, le public qui est venu si nombreux ce matin. Je pense que les questions liées à la sécurité et la défense aujourd'hui en Europe et aussi dans le monde sont particulièrement intéressantes, passionnantes, surtout pour les experts qui travaillent dans les relations internationales. C'est très important aujourd'hui d'expliquer, d'analyser justement ces questions de point de vue des experts justement en sciences politiques et relations internationales à nos étudiants, ceux qui viennent de la Pologne, de la Roumanie et de la France.
Merci. Si je reviens à cette grand-mère qui dit à cette petite fille en 97, toi tu ne connaîtras jamais la guerre. À l'époque, rappelez-vous, en Russie, le président c'était Eltsine, aux États-Unis c'était Clinton, l'Union européenne comptait 15 pays membres et l'OTAN seulement 16. La Pologne est entrée dans l'Union européenne en 98, si je ne me trompe pas. La Roumanie en 2007. Sergiu, puisqu'on est chez vous, dans votre pays, j'aimerais qu'on commence par vous et par votre rapport à la guerre. Quand est-ce que en fait, la guerre, la notion de menace, s'invite dans le débat roumain, vous qui avez connu, je pense qu'on est tous de la même génération, qui avez connu cette Roumanie de la paix, enfin de la guerre froide, mais de la paix. Merci, c'est une question très, très pertinente d'ailleurs, parce que peut-être vu de France ou d'Europe occidentale, on a l'impression que l'Europe de l'Est était toujours en proie à la menace de la guerre. Ce qui n'est pas finalement le cas. Nous avons vécu, ma génération, donc les générations nées dans les années 70 et les années 80, avec une culture qui a été au début inoculée, tant qu'on était enfant en bas âge, à l'école par le régime communiste, national-communiste de l'époque, mais puis qui s'est poursuivie au début des années 90 dans une culture de la paix, une culture du pacifisme, et justement pour tout au long de la guerre froide, le positionnement de la Roumanie était un positionnement très favorable à la paix, pour se différencier au début, bien sûr, de l'Ouest capitaliste et impérialiste, mais puis après, notamment le printemps de Prague, pour se différencier aussi de l'Union soviétique qui pratiquait des guerres par intermédiaire contre les États-Unis en Amérique latine, en Asie du Sud-Est, en Afrique et ailleurs. Et le slogan était à l'époque « désarmement et paix ». Et on a vécu longuement avec ce slogan qui nous a été enseigné, inoculé dans des manuels de scolaires, mais aussi dans des réunions quand on était enfant. Justement, l'une des craintes au début des années 1990 était que, vu la chute des régimes communistes dans l'Europe centrale et orientale, on assistera à une transformation de cette région dans une possible poudrière. Et ce qui s'est passé dans les Balkans avec la Yougoslavie, l'éclatement de la Yougoslavie, a été sans doute un signe précurseur de ce qui pourrait se passer ensuite. Et donc, dans les années 1990, la principale préoccupation a été, à l'époque, de continuer la stabilité pacifique, quitte à rester, et au moins jusqu'au milieu des années 90, la Roumanie l'a fait, dans une zone grise, dans une zone où on n'était ni avec ce qui restait de l'Union soviétique, voire de la Russie, ni avec les Occidentaux qui pourraient, eux, être impérialistes, donc essayer de s'étendre vers l'Europe centrale et orientale pour l'accaparer. Et on a dû quand même passer le cap de la fin des années 1990, début des années 2000, pour s'aligner notamment à la politique otanienne et de l'Union européenne, tout en considérant, et là c'était le changement principal de vision, que en étant membre de l'OTAN, on serait à l'abri de toute attaque de provenance est-européenne, voire russe, du Moyen-Orient ou d'une autre source d'instabilité ou de guerre. Et donc pour une série de générations déjà, nées après 1945, mais aussi pour la génération de ce qu'on appelle les décrétés, les décrétés, avec le décret pour l'interdiction de l'avortement, qui a fait que la population de la Roumanie a augmenté d'une manière très, très importante dans les années 70-80, mais aussi pour les plus jeunes nés, même après 1990, voire 2000, la perspective de la guerre n'existait pas, ne se présentait pas. La guerre était dans les manuels d'histoire, et il y avait des contes de guerre de temps à autre sur les militaires roumains qui étaient envoyés mouiller la chemise en Irak ou en Afghanistan ou quelque part en Afrique. Mais tout cela faisait partie d'un folklore qui était en même temps un peu lointain
est tout à fait hors de proximité. Et donc on arrive justement avec l'invasion de la Crimée en 2014 et notamment après 2022 l'invasion de l'Ukraine par la Russie, dans la situation à laquelle on n'était pas du tout préparé, on ne l'est pas du tout aujourd'hui non plus, d'avoir une guerre à la frontière du pays et d'avoir des perspectives d'un possible engagement militaire qu'on souhaite d'ailleurs éviter. Une très grande majorité des Roumains souhaitent éviter cela. Et le problème se pose pour la première fois. Le problème se pose pour la première fois. Merci beaucoup. Kinga, je vais vous poser la même question parce que je l'ai dit en vous présentant. En plus, vous avez consacré votre thèse de doctorat au système de sécurité en Europe centrale après la chute du mur de Berlin. Donc, est-ce qu'à cette époque-là, la notion de guerre dans les débats, l'imaginaire polonais, c'était quelque chose de possible? Merci beaucoup pour cette question. Donc, je pense qu'aujourd'hui, surtout à Bucarest, pour parler de la sécurité et des transformations, et comme l'a mentionné Monsieur l'ambassadeur, de la paix et de la guerre, il faut naturellement évoquer, ça évoque aussi naturellement la mémoire historique, parce que c'est l'histoire et l'expérience qui construisent aujourd'hui notre lecture des relations internationales et de la situation géopolitique aujourd'hui en Europe et dans le monde. Et justement, deux événements qui me viennent à l'esprit quand je réfléchissais justement à la thématique d'aujourd'hui de notre table ronde, c'est l'année 1939 et 1989. Ce sont deux événements qui marquent aujourd'hui justement l'analyse des relations internationales. Et dans la nuit du 17 au 18 septembre 1939, le commandement en chef polonais Rydz Śmigły, avec le président polonais Ignacy Mościcki, passe à l'époque la frontière polono-roumaine et trouve refuge justement ici en Roumanie avec les soldats roumains et le premier ministre à l'époque, Sławoj Słatkowski. Et c'est justement la Seconde Guerre mondiale qui était jusqu'au 2022 le dernier conflit en Europe à la frontière du continent européen qui marque aujourd'hui nos esprits, mais aussi ses conséquences, c'est-à-dire la conférence de Yalta, qui est appelée souvent par plusieurs historiens polonais et roumains par la trahison de Yalta, parce que la situation géopolitique dans les années à venir, justement concernant l'Europe centrale et orientale, a été décidée sur nous, mais sans nous. Donc, justement, sans notre participation. Le deuxième événement que j'ai déjà mentionné, dans 1989, j'avais 11 ans. Je me rappelle la seule télévision en Europe, la télévision polonaise, transmettait justement en live les événements qui ont conduit à la chute du régime de Ceausescu. Et donc, c'est aussi intéressant de noter que certains historiens polonais, mais aussi roumains, trouvent que justement la fin de la Seconde Guerre mondiale a eu lieu en 1989 en cette dimension diplomatique. Justement, et ça nous montre comment et combien justement les récits historiques divergent aujourd'hui et justement nous amènent à cette lecture des relations internationales qui se passent aujourd'hui. En 1989, comme ça a été déjà mentionné ici, il y a la chute du mur de Berlin, donc c'est les rideaux de fer qui tombent en Europe. Donc le pays qui faisait partie du bloc communiste retrouvent leur souveraineté. Donc, ils peuvent désormais décider de leur politique étrangère, des affaires étrangères, mais aussi de leur politique de sécurité. Donc, la Pologne choisit la direction euro-atlantique. Elle rejoint l'OTAN en 1989 et l'Union européenne en 2004. Donc, c'est justement à travers cette réalité, ces expériences, que nous voyons aujourd'hui l'histoire. Donc aujourd'hui,
quand le vent de l'histoire, le vent de changement souffle de nouveau, je trouve qu'il est assez important de se rappeler de ces deux événements. Parce que, surtout ici, en Europe centrale et orientale, nous sommes sensibles justement à la prise de décision sur nous, mais sans nous. Et justement, cette mémoire historique, cette expérience qui ont façonné notre histoire et qui façonne aujourd'hui notre identité aussi, justement face à cette nouvelle ère et face à cette nouvelle guerre. David, vous, pourquoi vous vous êtes intéressé spécifiquement aux questions de sécurité dans cet espace géographique ? Vous qui aviez connu du coup la paix, à quel moment vous vous dites c'est là que je dois aller et pourquoi vous choisissez tel ou tel pays à ce moment-là pour aller vous installer ? Quel était l'enjeu ? Est-ce que pour vous il y a eu la Crimée et vous avez dit il y a quelque chose qui change ? À quel moment dans les zones dans lesquelles vous avez travaillé, vous avez senti la bascule d'une Europe qui allait vers des questions de sécurité qui étaient différentes depuis, disons, la fin de la Seconde Guerre mondiale, comme on parlait à l'instant. La sécurité a été absente de la construction européenne depuis le début. C'est quelque chose qui a été laissé de côté sciemment parce que beaucoup d'États membres en fait, ne souhaitaient pas que l'Union européenne joue ce rôle qui était plutôt dévolu à l'OTAN. Néanmoins, les avancées européennes en la matière se sont toujours faites après des guerres. C'est justement après le conflit des Balkans que vous avez mentionné qu'on a commencé à se dire qu'il faudrait une politique européenne de la défense, qui au départ était minime, puisqu'il s'agissait principalement de faire des opérations de maintien de la paix. Mais néanmoins, ce moment de post-guerre des Balkans était important parce que non seulement les Européens ont pris conscience qu'il y avait des risques géopolitiques et de sécurité à leurs frontières, déjà à l'époque, mais également de leur incapacité à les traiter seuls sans les États-Unis. Et vous voyez la résonance évidemment avec aujourd'hui, dans le sens où la menace est encore plus grande et les doutes sur notre capacité à les traiter sans les États-Unis sont encore plus aigus. Mais est-ce que je peux revenir sur ce que disait Kinga sur la mémoire ? Parce qu'effectivement, je pensais que vous alliez me demander ce que c'était la guerre pour des Français de notre génération. Et c'est vrai qu'il y a une différence. Pour nous, c'est simplement la mémoire presque culturelle de la Seconde Guerre mondiale. Puisqu'on est au cinéma, pour nous, la guerre, c'est Papy fait de la résistance, c'est la grande vadrouille, d'une certaine façon, qui nous donne une vision faussée. Mais plus sérieusement, je pense que ce qui est important, c'est comment la guerre, en fait, a été traitée d'un point de vue mémoriel et est venue façonner les orientations de politique étrangère des États par la suite. Pour la France, une conséquence fondamentale de la Seconde Guerre mondiale, d'une autre invasion allemande, c'est le développement de la bombe nucléaire, qui est aujourd'hui un aspect structurant de la politique étrangère de la France et qui revient dans les débats aujourd'hui européens sur cette dissuasion nucléaire. Mais la mémoire aussi de la Seconde Guerre mondiale a fait naître cette mémoire, ce logiciel de politique étrangère français qu'on pourrait appeler le gaullisme, qui était valide pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre froide, et qui en fait s'est un peu cristallisé d'une façon alors que le monde changeait autour. Tout comme d'une certaine façon l'atlantisme aujourd'hui. C'est-à-dire que la mémoire, vous citiez avec nous ou sans nous. Moi j'ai la perspective plutôt tchèque, Onaš bez nás, qui était ce que les Tchèques disaient après 1938, Munich. Et en termes de mémoire, dans le cadre de mes recherches, quand j'interviewais des diplomates tchèques, ou d'ailleurs polono-slovaques, je leur demandais quel est le moment formateur dans votre histoire qui façonne votre politique étrangère aujourd'hui. Et effectivement, les Tchèques me disaient 1938. On aurait pu penser que ça aurait pu être 1968, puisque le printemps de Prague était plus récent. Vous savez, Kundera a cette phrase en disant l'histoire tchèque est marquée par des coups de hache qui sont toujours en 8. 1918, 1938, 1948, qui est la prise de pouvoir des communistes à Prague, 1968, 1988. Et donc il disait ça. Mais pourquoi ? Parce que justement, c'était la façon dont ça avait été interprété, puisque l'interprétation était la suivante. 1938, 1939, nous sommes menacés par la Russie ou par l'Allemagne à l'époque. Nous ne pouvons compter sur l'Europe de l'Ouest, donc nous ne pouvons nous en remettre qu'aux États-Unis. Et donc mon point, c'est qu'en fait, la mémoire de la Seconde Guerre mondiale a été réinterprétée pour justifier un récit atlantiste, même si en vérité, à Yalta,
c'est quand même les États-Unis en partie qui ont accepté cette division de l'Europe. Donc, et c'est là ma conclusion, c'est qu'en fait l'atlantisme, un peu comme le gaullisme, s'est été cristallisé, est devenu un récit en rapport avec cette mémoire de la Seconde Guerre mondiale qui ne correspond plus aujourd'hui à ce qu'est la politique étrangère américaine. Et je pense qu'on en vous vouliez réagir Oui, merci David pour vos propos. Ça montre justement la différence entre déjà la culture stratégique polonaise et la culture stratégique française, qui se développait d'une manière différente, mais qui se développe aujourd'hui aussi d'une manière différente. Et ça laisse toujours la question, ici en Europe, est-ce que nous dormons toujours dans le même lit et nous avons le même rêve ? C'est-à-dire, est-ce que nous rêvons toujours d'un renforcement de la politique de sécurité et de la défense européenne ? Donc, déjà, pour revenir aussi à vos propos, pour la Pologne, c'était plutôt le pacte Ribbentrop-Molotov. C'est-à-dire, comme j'ai déjà dit, le 17 septembre 1939, c'est les Soviétiques qui envahissent la Pologne, qui a été déjà envahie par les Allemands. Donc c'était le moment dur, le traumatisme historique justement qui marque aujourd'hui nos esprits. Donc aujourd'hui, justement, la géopolitique, qu'est-ce que c'est une géopolitique ? C'est justement de lire, de regarder un pays, comment il se développe, comment il se construit en tant qu'une puissance par rapport à sa position géographique, par rapport à sa puissance, par rapport aussi à sa politique. Donc il est difficile... Il est presque impossible de comparer aujourd'hui les puissances qui se développent en Europe, mais c'est justement cet élément d'être complémentaire qui nous unit. Donc, c'est-à-dire, même si aujourd'hui nous voyons la culture stratégique de la Pologne par rapport à ces éléments géopolitiques, donc c'est-à-dire les voisins, Allemagne et la Russie, nous avons été... autant de partage, l'État polonais n'existe plus, donc il est envahi en même temps par la Russie et par l'Allemagne. Donc c'est ça qui nous définit aujourd'hui, c'est notre perception des dangers aussi, parce qu'on est toujours à la frontière avec la Russie, mais ça veut dire qu'on est toujours à la frontière d'une guerre qui se passe aujourd'hui. Ce que nous avons vu hier dans le film d'Olga, ça veut dire que ces images de la guerre sont vraiment réelles. Donc ce ne sont plus des souvenirs d'une Seconde Guerre mondiale qui nous a marqué aujourd'hui aussi en Europe, mais c'est une guerre réelle qui se passe aujourd'hui en Europe et dont je ressens l'impact quotidiennement, par exemple à Varsovie, où je vois des milliers de réfugiés qui restent toujours à Varsovie. Donc c'est quelque chose de plus en plus réel que nous ressentons. Sergiu, vous avez terminé tout à l'heure en disant qu'il y avait eu la Crimée, ensuite il y avait eu l'invasion à grande échelle, et qu'en fait... ni l'opinion publique roumaine, ni d'ailleurs la politique étrangère n'étaient préparés à une invasion russe juste là, à votre frontière. Qu'est-ce que ça a changé dans la politique roumaine ? Oui, non seulement qu'on n'était pas préparé, mais après 2020, après février 2020, pour être honnête, on a réinventé un peu notre histoire récente, en disant, notamment aux pays occidentaux, les États-Unis et la France, que nous et les Polonais, on avait préparé le terrain, donc que nous, on le savait, nous, on anticipait, et que, en suivant un peu la Pologne, pour être honnête, la Roumanie a repris le discours du lanceur d'alerte. Nous vous l'avions dit il y a 10 ans, 15 ans, mais vous ne l'avez pas compris, notamment par rapport au sommet de 2008 à Bucarest, quand il fallait vraiment faire inviter l'Ukraine et la Géorgie au sein de l'OTAN pour contrer directement la Russie. Et c'était une sorte de réinvention a posteriori, parce que finalement, les... décideurs, mais aussi l'opinion publique, n'étaient pas vraiment très conscientes avant le moment très important de l'annexion de la Crimée et du début de la guerre dans les deux provinces de l'Est de l'Ukraine, que
la proximité possible de la guerre était là. Donc ça a changé dans 2 étapes. La première étape, un peu plus longue et un peu moins décisive entre 2014 et 2022, fin 2021, quand les préparations étaient là, mais on n'arrivait pas à décrocher complètement dans l'autre sens, dans le sens d'une préoccupation réelle concernant la guerre. Quand même, au niveau justement des facteurs de décision du ministère des Affaires étrangères, dans les milieux des élites politiques roumaines, il y avait une préoccupation de plus en plus importante et on essayait tant bien que mal de préparer le terrain pour une possible remise en cause du système de défense commun euro-atlantique afin de le pousser vers la frontière est de la Roumanie. Et deuxième étape, après 2022, quand on a découvert 2 choses, une fois de plus, pour être honnête, on a découvert et réinventé une sorte d'histoire romantisée concernant l'amitié roumano-ukrainienne qui n'avait pas existé avant et qu'on a reprojeté rétrospectivement pour motiver notre engagement dans la défense de l'Ukraine. Et deuxièmement, on a créé au sein des différentes franges de l'opinion publique, on a stimulé l'idée d'une obligation de se conduire sur la base d'un mot qui depuis circule effectivement d'une manière peut-être même outrancière, résilience, la résilience collective au niveau de la nation roumaine, mais aussi de l'Europe et du monde occidental. Et autour de cette idée de résilience, on a peu à peu essayé d'inculquer l'idée selon laquelle il y avait la possibilité, il y aurait la possibilité d'avoir peut-être un engagement militaire si la Russie continue à envahir les pays un à un en se rapprochant d'une manière géographique de la Roumanie. Kinga, puisqu'il parle d'histoire commune réécrite, est-ce que vous voulez réagir ? Je voulais juste ajouter qu'en fait, c'était l'année qui nous a marqué le plus, qui nous a déjà envoyé un message. C'était en 2008 en Géorgie. Donc ça, c'est ce que nous appelons un accord de la non-paix. Donc les conséquences, nous les avons vues en 2014. C'était déjà un choc, justement, pour la région en Europe centrale et orientale, que la menace russe est réelle, que cette politique de néocolonialisme et que l'idée de la grande Russie revient réellement sur le continent européen. Et ce qui a été confirmé par la suite par différentes initiatives polono et roumaines aussi, entre autres le renforcement du flanc oriental, suivant le sommet de l'OTAN, a commencé par Newport, ensuite à Varsovie. Donc c'est ça ce que je voulais ajouter. David, vous avez travaillé justement sur le rapport à la Russie. Donc on va revenir après sur les questions d'ingérence, et notamment d'ingérence de la Russie dans les élections ici en Roumanie. Mais vous, la menace russe dans les pays d'Europe de l'Est et d'Europe centrale, comment vous l'avez étudié et comment ça a été ressenti de manière différente dans les différents pays sur lesquels vous avez travaillé ? Alors justement, je pense qu'il est intéressant d'apporter en fait certaines nuances, puisque en France, c'est quand même l'Ukraine, la Russie, une région qu'on connaissait assez mal et que 2022, le grand public en tout cas a découvert un petit peu avec horreur ce qui se passait en Ukraine. Et le récit est le suivant: plus un pays est proche de la Russie géographiquement, plus il a une histoire conflictuelle avec la Russie, plus il va être hostile à la Russie. Eh bien ça, en fait, c'est une vue de l'esprit. Ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Le pays qui a la plus grande frontière avec la Russie, qui a été occupé par la Russie pendant un siècle, c'est la Finlande. Et avant 2022, la Finlande était plus proche de la France que de la Pologne dans ses relations avec la Russie, en termes de favoriser le dialogue. Pareil pour les pays d'Europe centrale. Il y a des différences assez
visible entre la République tchèque et la Slovaquie, qui pourtant ont une histoire commune par rapport à la Russie d'une certaine façon, qui n'est sans commune mesure avec l'histoire polonaise. Et donc je suis toujours, en fait, je pense que chaque État membre va vouloir dire on avait raison, puisque c'est la meilleure façon d'aborder une discussion. Donc aujourd'hui, je pense que de la France, vous allez entendre, on avait raison sur les États-Unis et le retrait américain, la menace transatlantique. Et je pense qu'effectivement, on entendait en Europe centrale, on vous l'avait bien dit sur la Russie. Mais est-ce que, c'est une vraie question, est-ce qu'une histoire conflictuelle est synonyme de clairvoyance géopolitique nécessairement? Est-ce qu'en Europe, les Grecs ont tout le temps raison sur la Turquie? Je fais un petit peu typiquement de la provocation, mais est-ce que... j'ai une collègue estonienne, Kadrilik, qui a écrit un papier là-dessus, qui disait, effectivement, les pays d'Europe centrale et orientale avaient raison sur la Russie, mais peut-être moins par des capteurs analytiques que par l'habitude de s'attendre au pire de la part des Russes. Je serais intéressé de savoir si vous partagez cette vision. En fait, mon point, c'est que, selon moi, pour comprendre les comportements de politique étrangère, il faut essayer de remettre dans le contexte, comprendre en fait les acteurs, les facteurs, les contingences. Ce n'est pas vraiment chercher l'essence d'un autre État qui serait la même depuis 200 ans, qu'il s'agirait de découvrir pour anticiper son comportement. Et donc je pense que pour comprendre ce qui se passe, il faut vraiment revenir à l'évolution du régime russe, qui n'était selon moi pas exactement le même en 2008 qu'en 2014 et qu'en 2022, l'évolution même psychologique du leader russe, et aussi différencier les actions russes. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 agressions 2008, 2014, 2022, mais qui n'étaient pas de la même nature, de la même ampleur et dans le même contexte. Donc voilà, pour répondre à votre question, et je pourrais aussi parler de l'attitude de la France à la guerre de la Russie, ce qui est intéressant, c'est que je pense, pour comprendre les positions des États européens à l'égard de la Russie, il n'y a pas forcément de surdéterminisme historique et géographique. Il faut aussi comprendre les dynamiques de politique intérieure profonde. Il faut aussi comprendre ce qu'on appelle la sociologie des élites de politique étrangère, c'est-à-dire comment les différents acteurs de politique étrangère ont été formés ou entraînés. Et il faut aussi, en fait, je pense, comprendre comment la Russie est parfois utilisée dans des stratégies justement de certains acteurs. Vous voulez réagir l'un ou l'autre à ce que David vient de dire? Kinga, vous avez l'air d'allumer votre micro, donc je ne sais pas si ça veut dire oui ou non. Oui. Donc, pour revenir justement à cette... que David a mentionné justement sur les États-Unis. Donc, la politique de la sécurité des affaires étrangères de la Pologne, comme je viens de mentionner, a pu se développer après 1989. Donc, c'est les années où la Pologne recherche sa nouvelle identité européenne, sa nouvelle politique, un État souverain. Donc, c'est justement qu'elle choisit se diriger vers la communauté euro-atlantique comme la seule source stable qui peut assurer désormais sa sécurité. Aujourd'hui, dans notre stratégie de la sécurité nationale, qui date de 2020, il est inscrit justement que la sécurité internationale se base sur un partenariat avec l'OTAN, avec l'Union européenne et avec les États-Unis. Donc, les États-Unis sont perçus toujours comme un partenaire stratégique pour la Pologne. C'est lié aussi à l'histoire, mais aussi c'est lié au positionnement aujourd'hui de la Pologne au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau international. Donc la Pologne, aujourd'hui, elle développe sa sécurité nationale vu la menace russe. Elle se veut un leader en Europe régionale, elle participe et co-crée aussi avec la Roumanie les différentes formations, les différentes plateformes de coopération, mais aussi avec le nouveau gouvernement Tusk. Elle choisit aujourd'hui de plus en plus le cap d'une nouvelle politique européenne de la Pologne, c'est-à-dire d'être un peu moins dépendante des États-Unis, mais toujours compter sur ce partenariat stratégique. Hier, en discutant, on m'a dit que la Pologne aujourd'hui, on va revenir un tout petit peu après aux élections, parce qu'il y a quand même 2 élections en miroir qui vont être intéressantes, mais que la Pologne est aujourd'hui un pays qui se prépare à la guerre. Et que c'est même votre chef d'état-major qui avait raconté qu'il fallait peut-être que les Polonais se mobilisent pour, comme les Ukrainiens,
prennent les armes. Mais on va y venir. Oui, est-ce que vous pouvez... Oui, justement, merci. Donc, la semaine dernière, le chef d'état-major, Wiesław Kukła, qui a annoncé justement aux Polonais que probablement dans 5 ans, nous pouvons nous attendre à une intervention militaire, soit à nos frontières, soit sur le territoire polonais. Donc, je vous rappelle que Mark Rutte, l'actuel secrétaire général de l'OTAN, il a dit justement que nous ne vivons plus en paix, mais nous ne vivons pas en guerre. Et aussi, Jens Stoltenberg, l'ancien secrétaire général de l'OTAN, qui a dit en 2019 que nous vivons dans une époque d'une sécurité imprévisible, que justement va marquer la nouvelle génération et notre génération justement. Il soulignait aussi le rôle de la Pologne, mais aussi de la Roumanie dans cette construction du flanc Est. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est très important de souligner et de se rappeler que la guerre est là, qu'en Pologne, nous réalisons une nouvelle politique de sécurité, de renforcement de notre armement, mais aussi tout ce qui concerne la défense civile. Donc, nous voyons la construction des abris, de l'infrastructure, nous formons nos citoyens contre des cyberattaques, contre la désinformation, parce que aussi, ce qu'il faut souligner, c'est qu'en Pologne, depuis 2014, nous vivons déjà la guerre hybride. Donc, nous sommes conscients de différentes méthodes, mais aussi de différentes solutions que le gouvernement polonais, avec les Européens, peuvent mettre en place pour se protéger. Sergio, vous avez étudié les populismes. Quel a été le lien est-ce qu'il y en a eu un, entre la guerre en Ukraine et la montée du populisme, en tout cas de la droite en Roumanie, ces dernières années? Oui, question très, très pertinente. Effectivement, la guerre en Ukraine a joué un rôle assez important justement dans la mobilisation des électeurs futurs de l'extrême droite. Nous avons effectué des recherches de terrain sur les élections annulées de novembre 2024 et sur les élections de mai 2025 qui sont toujours en cours, ces recherches de terrain. Et la conclusion est assez nette, notamment pour ceux qui est des nouveaux votants, c'est-à-dire les jeunes entre 18 ans et 22 ans, 23 ans, notamment issus des catégories les plus populaires, des familles rentrées ou encore vivant dans la diaspora roumaine. L'argument, notamment en novembre 2024, du candidat émergent à l'époque de l'extrême droite, Călin Georgescu, qui suivait une logique déjà bien préparée ailleurs dans les laboratoires du Kremlin, on va peut-être y revenir, selon laquelle les jeunes seront... il y aura une conscription générale des hommes et ils seront envoyés en première ligne dans la guerre en Ukraine pour mourir afin de défendre l'Ukraine, a fonctionné pleinement. Donc ce type d'argument a été repris d'une manière spontanée par beaucoup d'interviewés qui se montraient tout à fait effrayés de cette perspective et qui, plus est, cela a influencé aussi un nombre important de familles, c'est-à-dire les grands-parents, les parents de ces futurs possibles conscrits de cette guerre en Ukraine, justement parce qu'à travers des moyens de désinformation particulièrement puissants, on a disséminé d'une manière particulièrement féroce cette idée selon laquelle les jeunes seront vraiment envoyés en première ligne. On avait diffusé, notamment sur TikTok, mais sur d'autres réseaux aussi, un nombre assez important de vidéos dans lesquelles les jeunes mouraient en guerre, étaient des vidéos reprises ailleurs, d'ailleurs toutes sortes de guerres, y compris des petits épisodes africains où on changeait un peu le décor et on voyait les gens tués
tuer, mourir en première ligne. Et donc cela a créé une sorte d'hystérie qui a fonctionné comme un rouleau compresseur dans la direction d'un vote pour Georgescu en novembre 2024, et un peu dans une moindre mesure, mais quand même très présent aussi pour les élections de mai 2025 en la faveur de Giorgi Simion. Et donc, je crois que la Roumanie a été un laboratoire parfait pour tester l'efficacité de ce type de propagande, notamment dans la mesure où, pour revenir aussi à la première question que vous avez posée, dans une culture pacifique où la guerre est tellement lointaine, elle est seulement dans les manuels d'histoire et dans un imaginaire de science-fiction, être tout d'un coup bouleversé avec une perspective réelle d'aller combattre pour l'Ukraine, cela a fait une peur terrible et a pu motiver les votants. Et malgré tout, aux élections de mai, Vous voulez peut-être réagir avant ? Oui, je voulais juste dire, parce que c'est ce qu'a dit Serge, ça m'a fait penser aussi à une différence dans les perspectives dont nous avons parlé hier. C'est-à-dire, la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de participer dans un échange entre les étudiants polonais, français et ceux qui sont venus des États-Unis. Et justement, ça montre une différence de perspective par rapport à l'Europe, mais aussi par rapport à la guerre en Ukraine. Et ce qui m'a marqué le plus, c'est les étudiants ont posé une question: est-ce qu'aujourd'hui, nous sommes prêts à partir en Ukraine et se battre justement pour Kiev ou pour Varsovie? Les étudiants des États-Unis ont dit que c'est une question tellement lointaine, ils n'ont jamais vécu la guerre. Et pour eux, la guerre, c'est justement les films d'Hollywood, donc il n'est pas question. Les étudiants français, ils ont dit que c'est très lointain aussi, donc c'est plutôt irréel. Mais par contre, les étudiants polonais, ils ont dit que ils perçoivent ça comme, pour les autres étudiants, par exemple pour les Français, c'est une question de choix, tandis que pour les étudiants polonais, ça sera bientôt une question de nécessité. Donc ça montre aussi une différence de perspective. Et donc malgré tout, en Roumanie, c'est un candidat pro-européen qui a gagné là au mois de mai. Est-ce à dire que du coup, on considère encore que c'est l'Europe qui est capable de nous protéger? Quelles ont été du coup, à la fois les idées reçues autour de cette victoire et cette élection? On en a parlé au téléphone, et qu'il y avait beaucoup d'idées reçues dans la réception des résultats de cette élection, mais aussi les attentes avec cette victoire. En fait, quelles sont les attentes en matière de sécurité? Oui, alors pour faire court, parce qu'on pourrait parler très longuement à propos de ce sujet, il faut dire que les deux candidats qui sont retrouvés au second tour des élections en mai 2025 ont été des candidats qui se positionnaient comme des candidats en dehors du système, dont l'un était candidat anti-système par excellence, Giorgi Simion, et l'autre Nicu Jordan, qui était tout sauf l'homme du système, qui se présentait comme quelqu'un qui avait combattu le système des partis politiques, notamment à travers la mafia immobilière à Bucarest, qu'il a combattu en tant que maire de Bucarest, mais aussi qui a dû composer avec les partis politiques d'une manière sensée, sans être du cartel des partis politiques, et tout en désirant une réforme substantielle du pays et de la classe politique. Et donc, justement, la première idée reçue, c'est que ce sont les grands partis pro-européens roumains qui ont assuré la victoire de Nicu Jordan. C'est une idée reçue dans la mesure où, certes, ces partis, notamment le Parti libéral, l'Union pour le salut de la Roumanie, sont rabattus sur la candidature de Nicu Jordan pour le second tour de la présidentielle, alors que le Parti social-démocrate est resté dans une zone de neutralité. Mais c'était une action plutôt liée à un opportunisme politique pour pouvoir participer à la suite à une coalition gouvernementale. Et on est en pleine négociation maintenant pour organiser une coalition gouvernementale. Mais le succès de Nicu Jordan a été un succès de la société civile, surtout un succès du monde intellectuel académique, un succès des influenceurs pro-européens. C'était un réveil civique
avant tout, et c'est moins l'idée de faire allégeance à une logique partisane qui n'est plus capable de mobiliser presque qui que ce soit. Et d'ailleurs, l'autre idée reçue concernant ces élections a été aussi celle concernant l'élection de novembre 2024, quand ce sont les mêmes partis, les deux partis au pouvoir à l'époque, qui ont pratiqué des combines, comme on les appelle dans le monde des médias politiques, afin de muter des électeurs d'un parti à l'autre, d'un candidat à l'autre, pour pousser leur candidat au second tour, ce qui s'est avéré une opération sans succès. Mais cela montre aussi le fait qu'on n'a pas eu un bloc unitaire pro-européen, pro-atlantiste, ayant la même vision du monde contre l'extrême droite philo-russe, et que finalement les choses sont beaucoup plus nuancées, que des franges des partis politiques roumains étaient préparées, même du système, à peut-être gouverner ou cohabiter avec un président d'extrême droite, même si aujourd'hui ils ne seront plus capables, ils ne seront plus désireux de le reconnaître, et que le grand sursaut démocratique est dû effectivement à ce qu'on peut appeler les forces vives du pays. Qui maintenant commencent à regarder d'une manière particulièrement préoccupée ce qui se passe, au sens où ces forces-là ne veulent pas qu'on revienne au système des cartels des partis, celui qui a été, disons, balayé par une sorte d'insurrection électorale et en 2024 et en 2025. Et sur, sur la question de la sécurité, être protégé par l'Union européenne, est-ce que c'était vraiment un des sujets importants pour les électeurs? Est-ce qu'il y avait des attentes autour de ça? Parce que là, c'est très roumano-roumain ce que vous racontez sur les liens entre les partis. Mais est-ce que c'était une vraie attente? Et comme ça, je vous demanderai après vous quel était l'enjeu des résultats de cette élection. Effectivement, entre les deux tours, les idées politiques des deux candidats se sont un peu filtrées, et dans la rhétorique publique, il y avait l'idée selon laquelle le candidat pro-européen ferait appel à l'Union européenne, à une Europe de la défense pour protéger la Roumanie. L'attitude des États-Unis qui a été un peu en attente avec notamment la sphère MAGA qui donnait quelques consignes vaguement favorables à Giorgi Simeone et l'administration américaine qui ne s'est prononcée pas vraiment, a contribué justement à l'idée selon laquelle il fallait aller dans la direction d'une Europe de la défense, et que c'est surtout l'Union européenne qui va compter après ces élections, puisqu'on ne peut plus faire confiance à l'Amérique de Trump, puisque Trump est en train de, disons, négocier avec les Russes par-dessus la Roumanie. Donc cette idée d'une sécurité à venir qui sera assurée par l'Europe surtout était présente dans le débat, mais quand même l'un des soucis des deux candidats, y compris du candidat élu, a été de ne pas entrer dans une direction anti-américaine et de continuer à dire que la relation transatlantique demeure importante contre vents et marées, puisque Trump lui-même est peut-être éphémère, et que finalement à long terme il y aura peut-être un réalignement de l'Amérique selon une formule plus proche de Biden que de celle de Trump. Donc, David, vous jouez David et Maud Kessar qui n'est pas là. Donc l'enjeu de ce scrutin en Roumanie, c'était quoi? Puisqu'après on va arriver sur l'élection en Pologne. On a là deux pays qui sont à la frontière de l'Europe. Pardon? Et avec l'Ukraine aussi. Et avec l'Ukraine. Qu'est-ce que c'était l'enjeu de cette élection? Alors je suis assez réticent de faire des commentaires sur cette élection parce que je connais très mal la Roumanie.
peut-être un peu mieux la Pologne, mais moins que Kinga. Mais juste pour rebondir, c'était très intéressant d'entendre Sergiu, parce que je pense que justement ces aspects roumano-roumains, comme vous avez dit, sont finalement ceux qui comptent, puisque malheureusement, dès qu'il y a une élection en Europe, on a un peu tendance à avoir des correspondants ou un intérêt très restreint sur quelques semaines, où on s'intéresse trop rapidement à une situation politique locale et on essaye de faire rentrer dans des cases. Et en gros, les cases, c'est bon, qui sont les pro-européens, qui sont les pro-russes. Et par exemple, Narowski, les gens sont ont beaucoup de mal à le caser puisqu'il est eurosceptique, mais il est également anti-russe. Et donc, il ne rentre pas forcément dans les cases de ce point de vue-là. Donc, je pense c'est pour ça que j'étais intéressé. Malgré tout, vous avez raison, il y avait quand même un contexte plus large, puisque c'était une élection donc, qui a été marquée par une ingérence, on l'a dit, et qui a fait l'objet d'une annulation. Et donc, je pense qu'il y avait un côté un petit peu précédent. Qu'est-ce qui se passe face à ce type de situation pour un État membre de l'Union européenne? Et c'était, je pense, observé par les autres États membres de ce point de vue-là. L'autre aspect, et vous y avez fait également allusion, c'est le rôle des États-Unis. Un des marqueurs du changement de pied à Washington à l'égard de l'Europe a été évidemment le discours du vice-président J.D. Vance à la conférence de sécurité de Munich, qui a beaucoup marqué les Européens, vu le ton offensif qu'a eu ce vice-président, en disant, en gros, en représentant l'Europe comme le fossoyeur de la liberté d'expression, et en mentionnant plusieurs fois l'exemple de la Roumanie. Et donc je pense qu'il y avait quand même une inquiétude dans pas mal de cercles européens à ce que les États-Unis et les Européens se retrouvent opposés dans la reconnaissance des résultats de l'élection roumaine. Et là, ça aurait été vraiment un point de fracture assez fondamental dans la relation transatlantique. Et en fait, je pense que l'enjeu, c'est ce qui prouve, c'est que aujourd'hui, les questions transatlantiques ont une forte dimension de politique intérieure. Pourquoi ? Parce que pour le président américain, ce qui compte avant tout, c'est la politique intérieure. Et c'est un des avatars, vous parlez de populisme, selon moi, du populisme en politique étrangère, je suis en train de terminer un livre là-dessus, c'est justement la politisation de la politique étrangère. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est la politique intérieure, et la politique extérieure est simplement mise au service de gains de politique intérieure, et simplement définie en opposition des adversaires de politique intérieure. Et donc, le fait que les élections en Europe deviennent un enjeu de la relation transatlantique, justement, marque le point de bascule et le changement un petit peu d'époque qu'on est en train de connaître à cet égard. Je trouve ça très intéressant. Est-ce que peut-être, puisque vous êtes en train de travailler sur ce livre, donner 2 exemples très concrets qui vous ont intéressé dans cette recherche ? La Pologne, j'ai beaucoup travaillé sur la Pologne dans ce cas, où effectivement, sous le gouvernement droit et justice, ce qu'on a vu, c'est que ce gouvernement s'est beaucoup défini en opposition aux priorités du gouvernement précédent, le gouvernement Tusk de 2007 à 2014, qui a développé un partenariat avec l'Allemagne et qui était assez pro-européen, et non seulement pro-européen, mais qui avait essayé d'installer la Pologne comme un des leaders en Europe. Le gouvernement de droit et justice, au contraire, a construit son identité de politique étrangère contre l'Allemagne, ce que Narowski, voilà, si vous confirmez, a aussi beaucoup fait pendant la campagne, et surtout n'a pas essayé d'installer la Pologne comme une des premières puissances de l'UE, mais plutôt à chercher à créer des alliances alternatives, en fait, un peu à l'image d'un Viktor Orban. Notamment pour moi à travers l'initiative des 3 maires ou d'autres choses. Donc un des effets, donc encore une fois, du populisme, c'est un peu une reconfiguration de l'identité de politique étrangère et encore une fois une plus grande politisation, c'est-à-dire utiliser la politique étrangère pour attaquer les opposants. Et donc le gouvernement de droit et justice essayait absolument de faire passer Donald Tusk comme un agent de l'Allemagne, en fait, un agent de Bruxelles et ainsi de suite. Et l'autre exemple, c'est l'exemple, à mon avis, de Trump qui confirme ça également. Que Trump cherche à faire, avant tout, ne pas être Joe Biden et surtout, tant que possible, casser du sucre sur le dos de Joe Biden, de Barack Obama et de leur bilan de politique étrangère. C'est simplement penser en termes de comment ça peut être, pardon, c'est anglicisme, spiné en termes de marketing, de marketing politique. Il avait déjà fait avec l'Afghanistan.
Oui. Alors bon, l'Afghanistan, finalement, le retrait, c'était pas lui, mais effectivement, c'est ce qui compte, c'est des postures de politique intérieure. Mais l'autre aspect aussi du populisme, c'est que, pour moi, le populisme, c'est pas quelque chose que les populistes sont, c'est quelque chose que les populistes font. C'est-à-dire que c'est une pratique politique. C'est une pratique politique qui consiste notamment à transgresser les normes établies en politique. Et ça passe notamment, et si vous pensez à des acteurs populistes, par un certain registre de langage, certaines mises, certaines actions. En fait, il s'agit de renverser la table quand on est populiste. Le problème, c'est que quand on est populiste au pouvoir, on a en charge la diplomatie, qui est au contraire une pratique très normée, où il ne s'agit surtout pas de renverser la table, mais de ne pas laisser voir ce qu'on pense. Et donc l'autre effet du populisme, c'est justement en fait, de casser un petit peu les codes et même les potentiels de la diplomatie traditionnelle, non seulement avec des actions, enfin peut-être que vous vous souvenez de Donald Trump qui bouscule le Premier ministre du Monténégro à un sommet de l'OTAN pour être le premier sur la photo. Et donc c'est dans les normes, mais c'est également, il bouscule également au sens figuré les agents, les institutions de la diplomatie. Un autre avatar du populisme en politique étrangère, c'est amenuiser le statut des diplomates de carrière, réformer ou politiser ou prendre en main, noyauter les ministères des Affaires étrangères. Ce que Donald Trump avait essayé durant son premier mandat sans y réussir parce qu'il n'avait pas les idées, il n'avait pas les équipes et il ne savait pas s'y prendre. Et ce qui, en ce moment, il est en train de faire de façon un peu plus systématique, ce qu'avait fait d'une certaine façon le gouvernement PiS en Pologne, ce qu'a fait Viktor Orban en Hongrie, ce qu'a fait Erdogan en Turquie, et ainsi de suite. Voilà, mais c'est résumé. Kinga, vous voulez réagir sur renverser la table et les populistes en Pologne suite à l'élection? Non, je voulais juste expliquer concernant l'Allemagne. Dans l'analyse des relations internationales, ce qui est très important, ce sont des faits. Pas des émotions, pas des paroles, mais des faits, une analyse de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, bien sûr, l'Allemagne a été instrumentalisée par le gouvernement PiS justement pour jouer sur les émotions des Polonais concernant le mauvais souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui revient aujourd'hui, c'est que l'Allemagne est le premier investisseur étranger en Pologne, reste un partenaire commercial, le numéro 1 en Pologne, mais aussi un important partenaire politique dans le cadre du Triangle de Weimar, qui reste toujours une plateforme de dialogue, mais aussi de coopération. Et cela concerne aussi le cadre de l'Union européenne. Mais n'oublions pas que l'Allemagne est aussi notre voisin. Et ce qui fait la puissance d'un État, c'est d'avoir de bonnes relations avec de bons voisins. Donc c'est surtout pour le gouvernement polonais, il est très important d'avoir de bonnes relations avec l'Allemagne, et je pense que ça a toujours lieu. Est-ce que je peux juste ajouter une chose? Mais c'est exactement ça, et c'est pareil pour Trump. C'est-à-dire que pour les populistes, c'est de la posture en politique intérieure. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des révolutionnaires en politique étrangère. Ils ne vont pas révolutionner les orientations nécessairement de politique étrangère de leur État. Et donc pour l'Allemagne, effectivement, il y a eu beaucoup de récriminations, mais il n'y a pas eu de changements fondamentaux. Et d'une certaine façon, on a un peu l'impression que pour Trump, ça prend un petit peu le chemin également de ça. Justement, si vous jouez là, Maud Kessar... Ça va être difficile. Oui, je ne me permettrai pas. Là, la place que peut prendre l'Europe sur la scène internationale et cette question en fait de la paix en Europe, en quoi c'est un enjeu pour la politique étrangère de Trump aujourd'hui? Voilà. Alors, c'est assez large, hein, mais vous pouvez prendre l'angle qui. Oui. Non, mais je pense qu'effectivement, il faut se demander de. Parce qu'on n'a pas de regard d'extérieur, on est sur scène là, mais je pense que c'est quand même intéressant de dézoomer. Oui. Alors oui, je vais quand même commencer par dire que je ne suis pas Maud Kessar, contrairement à elle, je ne suis pas spécialiste de la politique intérieure américaine, mais j'ai passé pas mal de temps à Washington depuis janvier et j'étais dans un think tank américain durant le premier mandat Trump. Ce que je peux dire, c'est que on a un changement de partenaire à Washington dans le sens où on a une administration Trump
qui considère l'Europe comme un adversaire sur le plan commercial et comme un fardeau sur le plan de la sécurité. C'est-à-dire qu'on peut discuter du rythme du désengagement américain dans la sécurité de l'Europe, mais on peut difficilement nier la direction. La direction est claire, et ce n'est pas simplement Trump, c'est vraiment une tendance de fond au sein de la communauté politique américaine qui considère que les États-Unis ne peuvent pas autant faire pour la sécurité européenne que par le passé. Le parapluie de sécurité américain n'est pas encore refermé, mais on se demande s'il n'est pas un petit peu troué. Et la question est particulièrement existentielle aujourd'hui à cause de la menace russe précisément. Je pense que pour les Européens, en fait, plutôt que d'essayer de faire des lettres ouvertes, de rappeler les États-Unis au bon souvenir de la relation transatlantique passée, il faut plutôt prendre acte de ce changement de priorité à Washington et essayer de l'accompagner au mieux, précisément pour que ça ne se fasse pas de manière désordonnée. Il faut accepter les États-Unis comme ils sont. Et donc, le meilleur scénario possible, c'est que ce désengagement progressif se fasse en concertation avec les Européens, pour que les Européens aient le temps, de leur côté, d'augmenter leur capacité là où il va y avoir des trous capacitaires après le retrait américain, et ainsi de suite. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre acte de cette direction. Et c'est un véritable défi pour les Européens, puisque si l'Europe est devenue géopolitique, et ça on peut en parler, elle n'est pas encore tout à fait stratégique. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore... les Européens ont délégué leur sécurité aux Américains depuis la fin de la guerre froide, mais également leur pensée stratégique, c'est-à-dire la capacité de définir nos propres fins, de disposer de nos propres moyens, d'assurer que les moyens et les fins s'alignent. On n'y est pas encore. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire entre Européens, justement, pour définir des stratégies de long terme. Quelle relation sur les 15-20 prochaines années avec la Russie ? Comment soutenir l'Ukraine au mieux ? Quel ordre de sécurité européen quand et si le conflit en Ukraine se termine ? Quelle est la meilleure issue possible pour les Européens dans ce conflit à l'égard eu égard au rapport de force actuel ? Ça, c'est pour le long terme des États-Unis. Pour le court terme, je pense que sur l'Ukraine, ce qui se passe, c'est qu'on a un cas d'étude justement du changement américain. Sous l'administration Biden, il y avait 3 priorités de Washington. C'était soutenir l'Ukraine, maintenir la cohésion transatlantique et éviter une guerre entre l'OTAN et la Russie. Aujourd'hui, les 3 priorités de Trump sont obtenir un deal sur l'Ukraine à tout prix, peu importe la forme du deal, ce qui inquiète beaucoup les Européens, se désengager progressivement de la sécurité européenne, et 3, normaliser les relations avec la Russie. Le premier objectif est en train de passer à la trappe, et donc il reste les 2 autres. Et alors, normaliser, je pense que ceux qui parlent d'un renversement d'alliance, c'est un petit peu exagéré. Le jour où les États-Unis seront vraiment alliés à la Russie, nous le sentirons passer en Europe, si vous me pardonnez cette expression, vu comment on est dépendant stratégiquement des États-Unis. Il s'agit plutôt en fait d'essayer de se mettre entre les deux pour jouer le rôle de médiateur. Mais encore une fois, et ça a été mentionné, c'est mon dernier point, le problème c'est que cette médiation, les questions sur la résolution de ce conflit vont façonner l'architecture de sécurité européenne pour des années, voire pour des décennies à venir. Pensez à la guerre de Corée, qui d'ailleurs a duré 2 ans en négociation, donc il faut s'attendre à une négociation longue. Mais l'issue des négociations de la guerre de Corée, aujourd'hui, structure la forme géopolitique de la péninsule. Et donc le fait que les Européens ne soient pas autour de la table de ces négociations, ne soient pas impliqués, est particulièrement inquiétant, puisque c'est vraiment les contours de la sécurité européenne qui sont en train d'être décidés en ce moment. Est-ce que vous voulez réagir ? Oui, très rapidement, je partage totalement l'analyse de David. Et c'est d'autant plus grave que, malgré tout, et quoi qu'on puisse dire, l'Europe se présente en ordre dispersé. Et depuis dimanche, elle se présentera dans un ordre encore un peu plus dispersé, avec la vision plus atlantiste du nouveau président polonais.
Et le rêve de faire masse entre Européens en mettant de la pression sur Trump, ne serait-ce que pour revenir à cette rêverie de l'engagement américain post-1945 pour la défense de l'Europe, est un rêve qui est vraiment un rêve, qui ne peut pas se matérialiser justement parce que il y a plein de pays membres de l'Union européenne et de l'OTAN qui font leur propre jeu, qui ont leur stratégie propre à eux et qui essayent d'influer l'administration américaine dans une direction ou autre, ou qui se proposent d'influencer l'administration américaine pour gagner des points, pour trouver des entrées, pour recevoir des garanties de stabilité à titre plus ou moins individuel. C'était un peu le jeu qu'avait essayé de faire la Roumanie à un moment donné. C'était entre l'élection de Trump et les déboires avec l'annulation des élections en Roumanie, quand le gouvernement de l'époque avait pensé à envoyer des émissaires roumains auprès de la nouvelle administration, puisque on était en train de penser encore à l'époque que Trump pouvait être modelé dans le maintien de la stratégie Biden pour l'Europe, qu'il va faire peut-être un Biden plus au sens où il va dire là où Biden a échoué, je vais réussir, mais dans l'autre sens, au sens où je vais battre la Russie dans sa guerre et je veux renforcer l'amitié avec l'Europe. Donc c'était une sorte de calcul stratégique contre tout ce qui se présentait devant nous comme évidence en ce qui concerne Donald Trump, et on avait préparé des émissaires afin d'influer l'administration américaine en ce sens. Et finalement, ces émissaires sont révélés des faux émissaires. Il y a eu même un scandale de presse avec l'un d'entre eux. Mais cela montre à quel point ces pays ont aussi l'intérêt de jouer à titre personnel, à jouer individuellement le jeu. Et notamment après la décision de Trump de négocier directement par-dessus l'Europe avec les Russes, ce type d'attitude commence à être encore plus présent, parce que chacun essaye plus ou moins de trouver une solution afin de résoudre peut-être le problème sécuritaire en se désintéressant des autres. Et je crains que cette dynamique-là soit vraiment la dynamique des prochains mois, peut-être pas des prochaines années, mais au moins des prochains mois, jusqu'à ce qu'il y ait une certaine stabilisation, peut-être avec un pacte, un armistice entre la Russie et l'Ukraine, et avec un Trump qui proclame sa victoire finale avec son deal proposé aux deux. Soit vous voulez réagir, soit j'aimerais qu'on laisse des questions à la salle. J'en ai deux autres, mais est-ce que... comment on fait pour les micros? Est-ce qu'on doit faire... Ah d'accord, ok, merci. Oui, j'ai vu qu'il y avait quelqu'un juste là. Allez-y. Ah, Constantin. Et après... Ouais. Merci beaucoup pour votre dialogue passionnant. Dimanche dernier, le 1er juin, un tiers des avions militaires russes sont disparus. C'est quand même une donne très importante pour toute l'Europe, pour penser la sécurité et le rôle joué par les drones. La Grande-Bretagne a décidé de donner 10 fois plus de drones en Ukraine. Quel est votre regard très concret par rapport à la capacité de l'Europe de gagner cette guerre? C'est la question que j'adresse bien entendu à nos collègues polonais, français, roumains. Merci. Konstantin Sigov, professeur de l'Université de Kiev. Allez-y. Bon, non, on va faire question par question, non, parce qu'après on va les oublier. Allez-y, surtout si vous devez répondre tous les trois.
Oui, merci beaucoup, professeur. On s'est déjà rencontrés l'année dernière lors des dialogues européens à Varsovie. Je suis tout à fait ravie de vous rencontrer de nouveau, de pouvoir discuter avec vous. Alors, votre question est très importante et justement, j'attendais de mentionner, c'est la différente perspective justement sur la guerre en Ukraine que nous avons ici en Europe, mais aussi dans le monde. La perspective de la Pologne, des États-Unis ou aussi de Poutine est très différente aujourd'hui. Donc, ce qui importe aussi, ce sont des conclusions que la Pologne peut tirer et les leçons qu'elle peut tirer. Et aujourd'hui, nous avons deux questions en tête, c'est-à-dire comment va se terminer cette guerre? Est-ce qu'il y aura des négociations de paix sur des questions tout à fait indéterminées, même si Donald Trump il a mis une vitesse TGV dans les négociations de paix, mais aussi la question de savoir comment va se développer l'Ukraine dans l'avenir, c'est-à-dire qui va être le nouveau président et comment va se développer cet avenir. Mais aussi le deuxième point, c'est-à-dire cette guerre, elle peut durer encore un temps illimité. Et ça, c'est bien sûr ce que la Russie, elle veut. Elle le disait déjà depuis le début du conflit en 2014. Elle avait des objectifs géopolitiques bien déterminés, c'est-à-dire de déstabiliser l'Occident, d'avoir un impact sur la mer Noire, mais aussi de mettre ses voisins dans une position d'instabilité. Donc aujourd'hui, ce qui importe, c'est bien sûr de bien souligner le soutien des Polonais, des Roumains, des Français, des Européens par rapport à la guerre, ce qui a aussi un impact dans un soutien militaire, humanitaire et financier qui va continuer, qui continue aujourd'hui. Sergio David, parce que la question s'adressait à chacun d'entre vous. L'Europe ne peut pas gagner une guerre dans laquelle elle n'est pas directement impliquée. C'est peut-être la réponse la plus claire. L'Europe n'est pas impliquée dans cette guerre-là. Elle fournit des armes, de l'aide à l'Ukraine. Mais, disons, le timing est très malheureux pour l'Europe, puisqu'elle est maintenant dépassée par le deal entre les États-Unis et les Russes. Au moment où l'Europe essaye d'accélérer le soutien à l'Ukraine, la guerre pourrait se terminer par une quasi-capitulation malheureusement de l'Ukraine à cause justement des pressions faites par Washington. Ce scénario n'est pas à exclure, à mon avis, vu la manière dont les choses se déroulent. Et donc, c'est assez bizarre parce que c'est au moment où il y a le plus de chances de résister ou de reprendre la main, justement après l'épisode des avions russes qui montre la vulnérabilité énorme finalement de l'armée russe, que l'Europe pourra se retrouver en spectatrice aussi d'une guerre qui pourrait se finir mal pour l'Ukraine. Moi, je crois que Trump est tout à fait ouvert à une négociation coûte que coûte pour terminer la guerre avec Poutine. Et donc, pour lui, l'objectif de proclamer une fin de la guerre dans les termes et les conditions qui ne sont pas les siens, mais qu'il peut vraiment reprendre en prétendant qu'elles sont les siens, c'est l'objectif le plus important. Et cela pourrait signifier aussi d'imposer à l'Ukraine des conditions particulièrement draconiennes si il se retrouve devant des gages donnés par la Russie. C'est un scénario lugubre, mais à mon avis, ce n'est pas le moins probable des scénarios. Allez-y, David. Oui. Je regardais Constantin qui avait l'air désespéré face à votre réponse. J'aurais peut-être un bémol sur la négociation, et je vais plutôt répondre à votre question parce que je pense qu'elle est vraiment importante et concrète. Et elle est d'autant plus importante qu'on s'attend à ce que l'aide militaire américaine
soit réduite. On sait qu'il n'y aura pas de nouveaux supplementals, c'est-à-dire ces paquets d'aides militaires qui sont envoyés par les Américains avec l'aval du Congrès. Je pense qu'au mieux, ce qu'on peut espérer, en tout cas c'est ce que je comprends de mes discussions à Washington, c'est des livraisons de ce qui a été déjà promis. Et ça pose une vraie question pour les Européens, puisque les Américains jouent un rôle assez fondamental, non seulement en termes d'aide militaire, mais surtout en termes de renseignement, de surveillance. Et donc, quand je disais tout à l'heure qu'il faut essayer d'accompagner le changement de posture stratégique américaine, c'est justement ça. C'est-à-dire qu'il faudrait que les Européens puissent développer leurs capacités en la matière, en fait, avant que les Américains réduisent les leurs. On ne sait pas encore ce qui va arriver à ce soutien américain en termes de surveillance et de renseignement. Politiquement, c'est peut-être plus facile à maintenir ou face à l'administration Trump que des aides militaires. Quant aux Européens, que peuvent-ils faire? Alors, ça dépend évidemment de ce qu'on appelle gagner la guerre. Si gagner la guerre, c'est libérer l'Ukraine dans ses frontières de 1991 ou de près 2014, je pense malheureusement que les Européens n'en ont pas la capacité. En revanche, ce que j'espère et ce que je souhaite, c'est que les Européens puissent empêcher une victoire stratégique russe en Ukraine. Et comment peuvent-ils le faire? En termes les analystes militaires pointent que ce qui fait défaut avant tout en ce moment, peut-être plus encore que le matériel, c'est les effectifs, manpower en anglais. Et donc là-dessus, les Européens ne peuvent pas faire grand-chose en termes d'effectifs combattants en Ukraine, parce que comme vous l'avez dit, on n'est pas impliqué directement. En termes d'aide militaire, il y a beaucoup d'États européens qui sont arrivés au bout de ce qu'ils pouvaient donner, notamment je pense à des pays d'Europe centrale. Et donc il s'agira de relancer un peu les capacités industrielles en la matière. Il n'est pas simplement possible d'aider l'Ukraine à travers des transferts de matériel, même si plus peut être fait en la matière, plus aussi en termes de soutien financier. Mais il y avait aussi une autre idée, qui était la question des garanties de sécurité ou des forces de réassurance. Et si je parle de l'exemple de la France, je pense qu'une des raisons aussi de cette implication, c'était, c'est peut-être plus difficile de transférer un grand paquet d'armes aujourd'hui. Par contre, la France a un savoir-faire en la matière qui est les opérations extérieures. Elle a peut-être une plus grande capacité à prendre des risques que d'autres États européens, et donc contribuer au soutien de l'Ukraine, à la dissuasion de la menace russe, a été envisagé sous forme de discussions de garantie de sécurité, mais discussions qui sont en cours, qui sont loin d'être abouties, qui vont être en coordination avec les autres Européens et qui dépendent d'un cessez-le-feu, donc c'est assez long. Juste sur les négociations, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je ne pense pas que le Trump pourra faire accepter ce qu'il veut aux Ukrainiens. Il y a certaines choses, je pense, qui seront pas acceptées. Et pour moi, le point fondamental qu'il faut regarder dans ces négociations, c'est la question de la démilitarisation de l'Ukraine. Qui est une demande russe qui avait déjà été formulée en 2022, est-ce que en fait, les Russes auront gain de cause sur les limites imposées à l'armée ukrainienne en termes de nombre d'effectifs et en termes de matériel? Pour l'instant, les Américains n'ont pas donné l'impression qu'ils acceptaient cette demande russe. Et pour moi, c'est vraiment ça qu'il faut regarder. Puisque ce qu'ils ont déjà lâché, à savoir pas d'Ukraine dans l'OTAN ou pas de reconquête de tous les territoires, c'était des choses qui étaient de toute façon moins réalisables de toute façon dans l'immédiat. Il y avait des questions ici. Il y en a plein en fait. Allez-y. Bon, merci. Je m'appelle Christian Kiskov, je travaille pour une fondation allemande ici à Bucarest, c'est la fondation Friedrich Ebert. Vous avez parlé tellement de la ressemblance entre la Roumanie et la Pologne en tant qu'expérience historique et perception de danger face à la guerre. Mais pourtant, il y a aussi beaucoup de différences entre les deux pays. Et ma question était, comment expliquez-vous ces différences entre les deux pays? Lorsqu'on parle de la guerre en Pologne, on se prépare fortement
pour la possibilité de la guerre lorsqu'en Roumanie, c'est vraiment un tabou politique. De la même façon, lorsqu'on parle du format Rammstein, la Roumanie ne communique pas sur son aide pour l'Ukraine, mais la Pologne, lorsqu'on parle de politique d'État, c'est une attitude fortement différente. Comment expliquez-vous ces différences? Peut-être Sergio, je ne sais pas si on fera répondre. Ça vous va s'il y a une personne qui répond à chaque fois parce que, Oui, donc merci Christy. Très rapidement, la culture politique institutionnelle roumaine est une culture de l'attentisme. On attend, on s'adapte, on réagit. Il n'y a pas d'action vraiment, pour être très honnête. Et qui plus est, on a essayé de mettre sous le tapis l'ensemble de cette problématique qui fait peur pour ne pas booster électoralement l'extrême droite. Bon, le résultat a été que l'extrême droite, de toute façon, a gagné. On peut bien sûr faire de l'histoire rétrospective et des exercices imaginaires pour voir s'il y avait vraiment une discussion sur la mobilisation pour la guerre. Est-ce que l'extrême droite aurait eu peut-être 50%, peut-être 60%? On ne le saurait jamais. Mais ce qui est bien clair, c'est qu'il y a donc une explication de structure mentale de la classe politique roumaine et de la culture politique et institutionnelle roumaine, basée sur l'attentisme. Et on a perdu énormément durant l'histoire, ne serait-ce que pour mentionner l'histoire récente de la Roumanie, à cause de cet attentisme d'un côté. Et de l'autre côté, il y a ce calcul électoral qui a été important. Et maintenant, cette parenthèse se ferme. Et quand je dis que cette parenthèse se ferme, on a entendu à plusieurs reprises dans les milieux ministériels après la victoire de Nicu Jordan des discussions très sérieuses concernant en tout premier un changement radical dans la communication de la Roumanie en politique étrangère. Donc beaucoup plus de communication. C'est d'ailleurs très difficile de faire beaucoup moins de communication que dans le régime de M. Iohannis avant, mais faire beaucoup plus de communication, y compris sur les questions plus sensibles, et renoncer graduellement à cette idée du tabou. Mais ça prendra du temps. Merci beaucoup pour votre question. Moi, je vois plus de ressemblances que de différences. Des différences, elles concernent plus ce que nous appelons aujourd'hui la culture stratégique des différents pays. Donc, ce qui reflète et ce qui influence la prise de décision dans les situations concrètes est très dynamique. Donc, aujourd'hui, il faut analyser la situation de la sécurité avec beaucoup de calme, seulement les faits, pas des mots, pas d'émotions. Donc, les ressemblances que je vois aujourd'hui, ça vient encore une fois de l'histoire d'une alliance de cœur qu'à l'époque, Maréchal Piłsudski appelait justement cette alliance entre la Pologne et la Roumanie. Et aujourd'hui, nous le voyons aussi en Europe dans les différents formats de coopération régionale, comme le Bucharest 9, comme l'initiative des Trois Mers, comme le renforcement du flanc Est. Donc, nous le faisons avec nos partenaires de la Roumanie. Donc, ça reflète plus cette ressemblance que des différences qui nous unissent. Et je vous rappelle aujourd'hui aussi que les soldats polonais stationnent aujourd'hui en Roumanie, à Craiova, et de même pour les soldats roumains qui sont présents en Pologne. On va prendre deux questions, peut-être au fond là-bas. Bonjour, je m'appelle Pissa Nussienne, je suis étudiante en sciences politiques, en master de sciences politiques, parcours relations transnationales à Paris 8. Et ma question s'adresse plutôt à Monsieur Sergio. Du coup, monsieur, vous avez dit au cours de la table ronde que vous avez limité le cadre de l'Europe en tant qu'acteur, peut-être qui aide à la guerre, mais qui n'est pas très impliqué dans la guerre en Ukraine.
Mais je ne comprends pas quelle est votre perception à propos de ceci, parce que, par exemple, en tant que personne qui a vécu en France avant et après la guerre, je vois que l'Europe est fortement impactée, commençant par exemple des prix ou même des procédures, de simples procédures de préfecture. Par exemple, en tant qu'étudiante, quand j'essayais de prendre un rendez-vous pour obtenir mon titre de séjour, par exemple, les propriétés étaient aux Ukrainiens, aux demandeurs d'asile et tout. Mais je ne comprends pas comment vous donnez un cadre très restrictif à l'Europe, tandis que c'est un acteur vraiment impliqué, avec aussi les pressions des États-Unis sur l'Europe par le coupe budgétaire de la défense. Non, je crois que je n'étais pas peut-être clair. Je veux dire, l'Europe n'est pas impliquée directement militairement. Il y a pas, ce ne sont pas des pays qui sont en guerre avec la Russie et ne font pas de combat sur le terrain en Ukraine. C'est la réalité la plus brute. Après, bien sûr qu'il y a énormément d'aide et que cela a changé, même mentalement, beaucoup de pays au sein de l'Europe. D'ailleurs, il y a eu un enthousiasme pro-ukrainien, notamment en 2022 et début de l'année 2023, qui s'est un peu effacé progressivement vers 2024. Il y a des rebonds de temps à autre. Il y a énormément donc, de choses que les Européens font pour l'Ukraine. Mais quand je dis que l'Europe ne peut pas gagner une guerre qu'elle ne fait pas, c'est parce que nous avons au sein de cette Europe des pays qui ne partagent pas du tout la même attitude par rapport à la guerre en Ukraine. On a l'attitude de la Hongrie, qui est déjà très, très connue. On a des attitudes beaucoup moins soutenues de la Slovaquie, de l'Autriche. On a d'autres pays qui ont chacun leur propre manière de fonctionner et de faire. Et justement, cela fait en sorte que l'envoi des soldats sur le terrain reste dans certains pays, dont la Roumanie, un sujet tabou. Je voulais juste ajouter que c'est de même pour la Pologne. La position officielle du gouvernement polonais, c'est de ne pas envoyer les Polonais justement sur le front ou même pour assurer la sécurité des soldats français ou britanniques en Ukraine. Oui, monsieur. Puis après, il y avait... Ah, pardon. Ah, bon. Oui, bonjour. Je suis le docteur Malkin, je suis français, je travaille en Roumanie au ministère de la Santé. Deux choses. D'une part, je voulais rebondir sur le mot de Kundera, parce qu'il a été cité. Je voudrais quand même rappeler il a été assez visionnaire en 1983 avec l'Occident kidnappé, qui mettait en valeur le tropisme des pays d'Europe centrale et d'Europe orientale vers l'Europe. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Il disait qu'en défendant ces pays d'Europe, c'était l'Europe qu'on défendait, ce qui est encore plus d'actualité. Maintenant, la Roumanie et la Pologne sont deux pays qui ont beaucoup de points en commun, qui ont beaucoup de choses. Il y a quand même quelques différences qui sont héritées de la Deuxième Guerre mondiale, où ça n'a pas été la même attitude vis-à-vis des Allemands, l'un étant allié, l'autre étant effectivement ayant été envahi. Moi, je mets le point de rupture à Yalta, qui a mis tous ces pays d'un seul côté. Alors, simplement pour rebondir sur la question de l'Ukraine. L'Ukraine, on l'a vu dans le film d'hier, moi j'y ai vécu un petit peu. Je sais que après Maïdan, disons, il y a un fort sentiment pro-européen, et c'est toujours en référence à Kundera. Il y a un tropisme européen, il y a l'émergence d'une nation ukrainienne qui transcende les clivages culturels et linguistiques pour l'Europe. C'est un pas qui est irréversible. Ma question va à la Roumanie et à la Pologne. C'est pas comment est-ce qu'on peut aider plus l'Ukraine, c'est comment la Roumanie et la Pologne sont prêtes à plaider encore plus et faire encore plus pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe, puisque maintenant on écarte l'OTAN. On sait très bien que Trump joue la division et le clivage en Europe, mais Trump ne sera pas là dans 4 ans, alors que Poutine, lui, sera là jusqu'à minimum 2036. Comment la Roumanie et la Pologne
avec les problèmes qu'ils ont, et on a vu ça avec les droits de douane, les manifestations paysannes, etc., comment est-ce qu'ils peuvent faire plus pour l'intégration de l'Ukraine dans l'Europe, qui est un des moyens positifs pour éventuellement terminer cette guerre en faveur de l'Ukraine. Merci beaucoup pour votre question qui est très importante aujourd'hui, justement, de faire de l'Ukraine un des partenaires, justement, de la communauté européenne. Déjà, depuis la chute de l'Union soviétique, l'Ukraine qui a gagné l'indépendance parce qu'elle était membre de l'Union soviétique, la Pologne a clairement soutenu l'appartenance de l'Ukraine dans la communauté euro-atlantique. C'est ce qu'ils appelaient souvent Zbigniew Brzezinski. Il disait justement que la stabilité et la sécurité de l'Ukraine, elle fait la stabilité de la Pologne, mais aussi la stabilité de toute l'Europe. Donc, ce qui est très important aujourd'hui par rapport justement à cette guerre. Quand vous avez mentionné Maïdan, c'est justement, c'était la question, c'était le moment où la société ukrainienne s'est réveillée. Donc, c'est-à-dire que ce sentiment d'appartenance à cette communauté européenne et le sentiment d'y appartenir, elle a pris face. Et c'est là où les Ukrainiens se sont rendus compte que cette démarche vers l'Union européenne, vers l'OTAN, elle est très importante et elle va définir justement leur politique des affaires étrangères. Ce que la Pologne et la Roumanie, elles peuvent faire le plus, c'est, à mon avis, expliquer. Déjà, expliquer comment nous voyons et nous percevons l'Ukraine en tant que membre, en tant que pays partenaire justement dans l'Union européenne. Quelle est cette histoire de l'Ukraine qui fait qu'aujourd'hui c'est un pays en guerre? Quelles sont les relations justement entre l'Ukraine et la Russie? Ce que signifie aujourd'hui cette menace russe et qu'est-ce que ça veut dire justement cet apport de l'Ukraine dans l'Union européenne aussi dans le futur? Oui, très très rapidement. La Pologne a une relation beaucoup plus proche culturellement avec l'Ukraine que la Roumanie, ça c'est bien évident. Et donc les efforts des Polonais seront toujours un peu plus substantiels que les efforts des Roumains. Je crois que c'est inscrit un peu dans le déterminisme culturel historique. Mais en même temps, la Roumanie a joué depuis au moins février 2022 un rôle important dans le soutien de la cause ukrainienne en ce qui concerne le démarrage des négociations d'adhésion à l'Union européenne et a été toujours l'avocate de l'Ukraine pour pour soutenir le dossier en disant finalement que l'Europe élargie à l'Ukraine sera plus forte en termes de population, en termes de vitalité, en termes de ressources économique aussi, et en termes de stabilité à très long terme. Ce plaidoyer a été fait et sera fait d'une manière encore plus forte, probablement dans les années à venir, justement parce que jusque-là, comme je l'ai déjà dit, la voix de la Roumanie a été s'est faite un peu plutôt discrète. C'était un choix stratégique de l'ancien président qui n'est plus le choix de l'actuel président nouvellement élu. Alors, il reste que... Tu voulais dire quelque chose? Il nous reste que 4 minutes, donc on va faire 2 questions très courtes, alors des réponses encore plus courtes. Et si vous avez des questions pour lesquelles les gens... Parce qu'on m'a dit que c'était bien quand les gens n'étaient pas d'accord. Le problème, c'est que vous êtes assez d'accord. Donc, si vous avez des questions qui les mettront en désaccord, on les prend aussi. Vas-y. Juste rapidement, justement, un bémol quand même sur la Pologne. Le président qui vient d'être élu est officiellement contre l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne, ce qui est un changement... À l'OTAN. À l'Union européenne aussi. Voilà, ça y est, voilà. Ils ne sont pas d'accord. Donc heureusement... En tout cas, il a une attitude par rapport à l'Ukraine qui est beaucoup plus négative que toute la tradition polonaise, qui effectivement était l'État membre qui a été le plus grand soutien depuis 20 ans à une perspective d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. Donc juste, je pense que c'est effectivement à voir. Oui, donc je ne suis pas d'accord. Ah, voilà.
c'est-à-dire les relations entre la Pologne et l'Ukraine n'ont pas toujours été aussi heureuses et simples. Bien sûr, comme entre toutes les nations, nous avons eu aussi des malentendus qui venaient de notre histoire commune aussi. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut souligner, c'est que la Pologne, elle soutient l'Ukraine. Et comme je l'ai déjà mentionné, dans les relations internationales et aussi, surtout dans les affaires liées à la sécurité, il faut mettre les émotions de côté, donc il faut analyser les faits. Bien sûr, le nouveau président, il a dit qu'il ne soutient pas, qu'il ne va pas soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'il l'a dit dans la campagne présidentielle qui était très intense, où justement les deux candidats jouaient avec les émotions de la société polonaise. Quelles étaient les émotions? C'était souvent les émotions anti-immigration, donc anti-immigration ukrainienne. Aussi la question de la frontière polono-biélorusse ou la question de la frontière allemande, mais surtout des réfugiés ukrainiens qui, disons, ne peuvent pas obtenir des aides sociales qui les ont attribuées par le gouvernement polonais. Donc c'était ça, de jouer avec les émotions, et c'est ce qu'a fait Nawrocki. Mais Nawrocki aussi, il a fait l'allusion au discours du président Zelensky en 2023 devant l'Assemblée générale de l'ONU, où Zelensky, dans un contexte très spécial, il a comparé la Pologne avec la Russie. Mais justement, c'était ça, de jouer avec les émotions de la société polonaise. Mais le soutien de la Pologne vers l'Ukraine, il est réel. Nous l'avons vu en 2022 avec l'arrivée des réfugiés ukrainiens, où les citoyens polonais se sont déplacés à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine pour servir leurs aides, pour les inviter dans leur propre maison. Donc c'était ça le soutien réel en fait. En plus, le soutien militaire, je vous rappelle que dans les premières semaines de la guerre en Ukraine, les chars polonais ont été envoyés rapidement à Kiev, et c'est grâce, entre autres, grâce à cela, que la capitale de l'Ukraine a pu se défendre. Donc le soutien est réel et il va continuer sans cesse. Donc c'était du marketing politique, pour dire, comme un ancien candidat roumain à la présidence. Alors on prend une seule dernière question parce qu'il nous reste 1 minute et pas 2. Alors je suis désolée pour la deuxième, mais on s'arrêtera là. Bonjour. Au vu de leur relation géopolitique actuelle avec les Américains, les Européens doivent-ils tenter de rétablir et dans une moindre mesure, essayer de renforcer les relations américano-européennes, ou doivent-ils commencer à travailler sans les USA? Si oui, avec quels nouveaux acteurs pourraient-ils travailler? Bon, David, c'est pour toi. On a 1 minute, c'est ça? Excellente question. Ma réponse, ça serait les deux. C'est-à-dire continuer à travailler avec les Américains où c'est possible, où nos intérêts stratégiques convergent, et ils convergent en bien des endroits. Mais dans le même temps, travailler avec d'autres acteurs, mais surtout travailler pour et par eux-mêmes, les Européens. C'est-à-dire développer nos propres capacités de défense, notre pensée stratégique, et effectivement travailler avec d'autres acteurs. Mais donc c'est un peu une politique tout azimut dont on aurait besoin à cet égard. Là, je suis tout à fait d'accord. Justement, il faut trouver cette balance, coopérer avec les deux. Et justement, dans le monde, dans l'ordre international que nous voyons aujourd'hui. Donc, l'ancien n'existe plus, le nouveau il est en train de se construire. Donc, nous vivons dans un courant d'air géopolitique où justement, nous avons le besoin de partenaires stables et très fiables. On vous remercie. Le sujet est très large, très vaste, mais heureusement, il y a des tas de rencontres et de conférences dans les jours qui viennent qui permettront de creuser certains des aspects, notamment les questions de désinformation, d'ingérence, etc. Donc, je vous invite à revenir. Donc, il y en a dès ce soir et demain toute la journée. Donc, merci à tous les intervenants et puis merci à l'Institut de nous accueillir ici, et au dialogue européen qui continue les prochains jours. Merci à toutes et à je tous. voudrais aussi tout particulièrement remercier les interprétaires qui ont fait un bon travail. Aux interprètes. Je vois même pas que beaucoup de gens ont des petites choses dans les oreilles.
Merci à eux et bonne journée.